Chapitre 5. Quand Bappy et moi avons mis le pied hors du train à Union Station, le matin du 23 août 1941, nous avons été instantanément frappés, physiquement et psychiquement, par la plus permanente des spécialités de Los Angeles, son soleil. Il semblait irradier de partout, même des lunettes noires et des dents blanches du souriant Monsieur Milton Weiss. Il nous a tendu la main en disant « Bienvenue à Hollywood et à la MGM ». « Merci beaucoup », a répondu Bappy. Je n'ai rien dit. J'étais encore sous le choc de ce que j'avais vu pendant notre traversée du pays. J'étais verte comme une feuille de tabac au printemps, et je tentais de masquer mon angoisse sous un sourire figé. Monsieur Weiss, qui appartenait au département publicité de la MGM, était un jeune homme mince aux traits aigus. Il portait un costume d'été très léger, de couleur grise, et un borsalino impeccable du genre qu'affectionnait Humphrey Bogart. Avec sa belle voix grave et son désir de nous être agréable, il allait être notre guide pendant les jours à venir et m'initier aux arcanes du système. Sur le chemin qui nous menait à l'hôtel dans une voiture de la MGM, rien que cela, tout ce que j'ai entreaperçu de Los Angeles m'a plu. Les grands palmiers, les belles maisons entourées de pelouses vertes bien entretenues. L'hôtel, le Plaza, dans Vine Street, se trouvait en plein cœur du vieil Hollywood. Les boulevards Sunset, Hollywood et Santa Monica étaient à quelques pâtés de maisons. Les rues transversales étaient étroites et calmes, ombragées par des arbres et bordées de petites maisons d'un ou deux étages au plus. La circulation n'était pas effrayante, il n'y avait pas de brouillard mais du soleil et des nuits claires semées d'étoiles. L'émotion était totale. Le lendemain a commencé par une visite des locaux de la MGM à Culver City, un endroit qui valait incontestablement le coup d'œil. 23 studios de tournage modernes, vastes cavernes toutes noires, aussi grandes que des hangars à avions, étaient répartis sur un gigantesque territoire qui a fini par dépasser les 90 hectares. La MGM avait le plus grand labo photo du monde, employait 4000 personnes, avait une gare, un port et même une jungle miniature qui n'attendait que le bon vouloir d'un réalisateur inspiré. Mais surtout, la MGM avait des stars. Il y a plus de stars à la MGM que d'étoiles au firmament, proclamait un des slogans publicitaires de la maison. Et je n'allais certes pas prétendre le contraire. D'autres studios pouvaient peut-être se vanter d'avoir de meilleurs réalisateurs ou de meilleurs auteurs. Mais la MGM avait les stars. Greta Garbo, mon idole de toujours, Clark Gable, les Barrymore, John Crawford, Spencer Tracy, James Stewart, Mickey Rooney et Judy Garland. Greer Garson. Chaque fois qu'un nom était cité, c'était l'écurie MGM. Louis B. Mayer, le grand patron, aimait à considérer le studio comme une grande famille. Inutile de préciser qui était le papa et qui étaient les enfants dociles. Un rendez-vous avec Louis B., j'ai vite eu l'occasion de le comprendre, devait être vécu comme une audience papale. À sa façon, Mayer veillait jalousement sur ses stars. Les films de la MGM étaient toujours les plus somptueux, ceux qui bénéficiaient des plus gros budgets, des meilleurs techniciens, et leur glamour était incontestable. Les grandes stars étaient bien payées. En 1941, Clark Gable a gagné officiellement 357 000 $, et le studio déployait un maximum d'efforts pour être à la hauteur de la devise de Louis B. Mayer. De la qualité, de l'ambition, de la classe. La MGM est parvenue assez souvent à l'emporter en termes de célébrité et de succès, tant sur le plan des bénéfices financiers que des Oscars remportés. En 1939, le studio avait sorti mon film fétiche, Autant en emporte le vent, et au cours de ma première année à Hollywood, il y a eu 52 sorties, avec l'habituelle proportion de Tarzan, Dr. Kildare, Andy Hardy et autres séries à faire du fric, et de productions plus nobles comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde avec Spencer Tracy. Pour qui voulait se lancer à Hollywood, la MGM semblait donc le bon choix. Ce que je ne savais pas et ne pouvais pas savoir à l'époque, c'est que je faisais mon entrée à la MGM au commencement de la fin. Alors qu'elle était au sommet de sa carrière, Garbo n'a plus tourné un seul film, ni pour la MGM, ni pour personne, après La femme aux deux visages qui est de 1941. La Seconde Guerre mondiale, dans laquelle nous devions entrer quelques mois plus tard, était en train de détruire les marchés européens de l'industrie du cinéma. De plus, un décret, plaisamment dit par consentement, retirait à la MGM la très rentable chaîne de théâtre Loews. J'étais peut-être en train de faire mes timides premiers pas à Hollywood, mais le système des studios vivait, lui, ses ultimes heures de gloire.
Si je ne savais rien de tout cela, je n'ignorais pas, en revanche, que j'étais loin d'atteindre les gains de Clark Gable, voire ceux de Dina Durbin, qui avait le même âge que moi et touchait 112 000 $ dans l'année. Moi, j'avais 50 $ par semaine, et par les vertus d'une clause sibylline glissée dans mon contrat, le studio avait le droit de m'imposer 12 semaines de chômage technique par an, pendant lesquelles mes indemnités tombaient à 35 $. Manifestement, avec ce niveau de ressources, Bapi et moi ne pouvions pas nous éterniser au Plaza. Le réceptionniste nous a aidés à trouver un appartement dans Wilcox Avenue, juste à côté. Une pièce avec un canapé-lit, un réchaud à 2 trous et une salle de bain microscopique. Pas le grand standing, mais un logement dans nos moyens, dans la mesure où Bapi avait réussi à se faire embaucher au magasin Imanien, grâce à une recommandation de son patron de New York. Le même réceptionniste m'a expliqué comment me rendre au studio en autobus. Parce que je peux vous dire que quand on veut être vedette de cinéma, on a intérêt à se lever de bonne heure. À 5 heures du matin, je sortais dans le froid des petits matins hollywoodiens et je marchais jusqu'à la station de bus qui se trouvait à environ 3 pâtés de maison de chez moi. Je prenais alors un premier bus jusqu'à Wilshire Boulevard. De là, un deuxième bus me menait tout près de Culver City et un troisième me laissait devant la porte du studio. Les charmants messieurs chargés de filtrer les entrées et qui avaient manifestement vu défiler des millions de minois blêmes au cours de leur carrière, m'ont indiqué le chemin des salles de maquillage. C'était ma première destination. J'avais en main un papier me donnant mes instructions, mon ordre de mission, où il était écrit que je devais me présenter sur un plateau en qualité d'extra dans une scène de bal. La perspective était plaisante, mais je devais d'abord passer au maquillage. J'étais terrorisé. Dès que j'ai fait un pas au milieu des blouses blanches et dans l'agitation générale, en annonçant timidement « Je suis Ava Gardner », on m'a dit de venir ici. Je me suis rendu compte que ni ma déclaration ni mon accent de Caroline du Nord n'électrisaient les populations. Personne n'avait jamais entendu parler d'Ava Gardner. Personne ne se souciait de savoir s'il aurait de nouveau l'occasion de rencontrer Ava Gardner. Occupés, ils l'étaient tous. Mais Jack Dawn, le chef maquilleur, a fini par être informé de mon arrivée, et il est venu voir pourquoi je m'étais perdu là. Il s'est montré très brutal. « Vous vous êtes trompé d'endroit, vous devriez être en bas, au maquillage des extras. » Le ton de sa voix indiquait que le maquillage des extras était une sorte de léproserie spécialement conçue pour les jeunettes de mon espèce. Confuse, j'ai exhibé mon bout de papier en insistant d'une voix plaintive. « Mais on m'a dit de venir ici. »« Vous vous êtes trompé, » a maintenu Jack. « Les extras, c'est en bas. » Bien sûr, je me suis dit rétrospectivement que j'aurais dû leur dire que j'étais sous contrat, formule magique qui faisait toute la différence entre l'officier et le sans-grade. Je pense que Jack Dawn avait décidé d'être gentil, car il a sorti une feuille de papier et ajouté « Tenez, voici une liste des produits de maquillage dont vous aurez besoin, en bas. » Ce « en bas » sonnant dans sa bouche comme le fin fond de l'enfer. Et tandis que les yeux me sortaient des orbites, il a continué « Fond de teint. » C'était quoi ce truc ? Mascara. Jamais entendu parler. On dirait un nom de maladie. Fossile. J'avais autant besoin de fossiles que d'une deuxième tête. Et un tas d'autres choses encore. Je suis resté planté à méditer sur cette liste en songeant. Comment je vais pouvoir me payer ça, en plus des transports, du loyer, de la nourriture, avec 35 $ par semaine? Je suis allé à la parfumerie et j'ai dépensé tout mon argent, sauf le prix des 3 billets d'autobus pour rentrer chez moi. Bapi a examiné mes emplettes d'un œil soupçonneux, en émettant des bruits divers et incongrus. Surtout à propos du fond de teint. Elle avait raison. À cette époque, il s'agissait d'un truc franchement horrible. Une espèce de pâte jaune vif que l'on appliquait avec une éponge. Et qui craquait quand on souriait. Même Garbeau aurait eu des allures de Madame Frankenstein. Pour tout dire, je ne m'en suis jamais servi. Entre-temps, le département maquillage avait fini par apprendre que la petite était sous contrat et n'appartenait pas à la catégorie des extras. En conséquence de quoi, les produits de maquillage étaient à la charge du studio payés par Louis B. Mayer. La fois suivante, j'ai été confiée à Charlie Cham, qui était un amour, et est resté mon maquilleur pendant des années. Une seule fois, j'ai dû taper de mon petit pied de Caroline du Nord. À propos des sourcils. Il voulait me les arracher tous. J'ai poussé un grand « Non !» et j'étais prête à ajouter « Le premier qui essaye, je lui casse les dents !» Mais la cause était déjà entendue. En ce temps-là, à Hollywood, on rasait ou l'on épilait complètement l'arcade sourcilière et l'on traçait une fine ligne au crayon. Lana Turner, la pauvre, a beaucoup souffert à cause de cette habitude, car on lui épilait tous les sourcils un par un. On lui redessinait l'arcade que l'on lissait à la cire jusqu'à ce qu'elle soit obligée d'utiliser le crayon. Je les ai laissés faire ce qu'ils voulaient avec mes lèvres, qu'ils ont transformées en une sorte de grosse tache écarlate à la John Crawford. En fait, quand je me suis regardée dans la glace après, j'ai eu beaucoup de mal à me reconnaître. Mais c'était le sort habituel réservé aux starlettes d'Hollywood à l'époque.
Le mot d'ordre était de produire à la chaîne des espèces de poupées chinoises plus ou moins interchangeables et tout le monde obtempérait. S'il était une personne à la MGM qui échappait à cette routine stéréotypée, c'était bien Sidney Gilaroff. Lui était un grand de la coiffure, mais notre première rencontre a été marquée par un moment horrible que je ne suis pas près d'oublier. J'étais sagement assise dans un fauteuil du salon de coiffure de Sidney et j'attendais mon tour en compagnie de 3 ou 4 autres filles. Nous n'étions que trop heureuses d'attendre, car Sidney était un grand artiste. Il avait été le coiffeur de John Crawford, de Greta Garbo et de Dieu sait qui encore. Mais ce jour-là, il devait créer des coiffures pour notre brochette de starlettes. Nous étions toutes des figurantes, mais sur des plateaux différents. Certaines devaient avoir l'air de citadines, d'autres d'employées de bureau, d'autres de paysannes. Autant de contraintes qui ne posaient aucun problème à Sidney. En revanche, ce qu'il ne supportait pas, c'était le bruit de quelqu'un en train de mâcher du chewing-gum. Il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'en Caroline du Nord, on mastiquait du chewing-gum et même on le faisait claquer aussi naturellement que l'on respirait. C'était une des choses normales de la vie. J'avais donc un chewing-gum dans la bouche pour m'aider à rester calme, quand tout à coup, sans réfléchir, je l'ai fait claquer. Je me suis arrêtée net, pétrifiée, mais c'était trop tard. Pour Sidney, ce bruit avait résonné comme un coup de pistolet, et il a réagi comme si un fer à friser brûlant l'avait frappé dans la nuque. Sa voix s'élevait, puissante, froide et claire. « Quelle est la fille qui mange du chewing-gum ici? Veuillez ôter ça de votre bouche tout de suite !» Si seulement j'avais su la haine diabolique que Sidney vouait au chewing-gum, jamais je n'aurais osé mastiquer. Mais c'était trop tard. J'ai fait la seule chose possible. J'ai avalé mon chewing-gum et je me suis tassée dans mon fauteuil, essayant de me faire si petite que personne ne puisse me voir. Mon visage devait être écarlate, et j'étais incapable d'articuler le moindre mot. Sidney nous a regardés successivement, prêts à fondre sur sa victime. Toutes les filles avaient l'air innocents. Moi, j'avais la tête d'une condamnée à la veille de son exécution. Il s'est arrêté un instant derrière mon fauteuil. Son instinct lui disait qu'il ne s'était pas trompé. Mais le message était passé, inutile d'ajouter à l'humiliation. Il m'a fait une coiffure superbe, et il m'a touché gentiment l'épaule au moment où je suis partie. J'avais survécu, et à ce point de ma carrière, pour autant que l'on pouvait parler de carrière, finir la journée en ayant survécu était ce que je pouvais espérer de mieux. Parce que pour dire la vérité, même au cours de ces premiers jours à la MGM, même si tout ce que j'avais à faire se résumait à monter sur un plateau et me fondre dans une foule de figurants, j'étais terrorisé. Puis j'ai découvert que sur chaque plateau se trouvait une personne que l'on appelait l'accessoiriste. Et l'accessoiriste avait tout ce qui pouvait être nécessaire pour le tournage d'une scène. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Jusqu'à des boissons de toutes sortes. Café, thé, soda et du sérieux. Je n'avais qu'à m'approcher un peu en levant le sourcil, hop, on me tendait quelque chose dans un gobelet en carton. Je n'ai jamais su de quel liquide il s'agissait, et je m'en fichais bien. Je n'ai jamais aimé le goût d'aucun alcool, et je ne me suis mise à boire vraiment qu'à partir de 30 ans. Je ne savais qu'une chose à l'époque, c'est que 2 gobelets avalés, cul sec, contribuaient à calmer la panique qui montait en moi. Dès que j'ai eu un peu l'habitude, j'ai adoré travailler avec les figurants, surtout les figurants en costume. Ceux-là constituaient une caste supérieure. Ils fournissaient leur propre tenue de soirée, ce qui signifiait smoking ou queue de pied pour les hommes, et un assortiment de robes du soir pour les dames. Ils pouvaient devenir vieux, infirmes, avoir les cheveux gris. Ils étaient toujours soutenus par le même fantastique espoir. Un jour, avec un peu de chance, parce qu'ils se trouveraient au bon endroit, au bon moment, et que le réalisateur adéquat dirait le mot qu'il faut, comme Cendrillon, il se métamorphoserait et atteindrait la célébrité et ses ors. Mes ambitions étaient beaucoup plus modestes. Je passais un temps infini dans ce qu'on appelait le studio photo, dirigé par Clarence Bull, grand photographe d'art, et son équipe. Mais la photo d'art n'était pas exactement le traitement que l'on me réservait. Ma spécialité, c'était plutôt la photo de genre, c'est-à-dire la photo de pin-up dont on couvrait les journaux et magazines dans tout le pays au nom de la publicité. Ce n'était pas mon activité favorite. Je ne sais pas, et je ne pense pas que quiconque sache, pour combien de centaines de ces photos j'ai pu poser. Il y avait de quoi tapisser Hollywood Boulevard de bout en bout. Je ne me souviens pas combien de maillots de bain j'ai usés sans toucher jamais la moindre goutte d'eau. J'ai lancé assez de regards de braise dans ce studio pour faire fondre le pôle Nord. Souvent, le principe consistait à faire des photos en harmonie avec la saison. J'étais toujours le gentil petit lapin de Pâques, ou une version féminine et polissonne du Père Noël, ou un des reines du traîneau. Avec d'autres starlettes, nous avons commencé à faire les foins, à donner à manger aux poules. « Hé, Ava, tu dis que si nous emmenons une vache, tu es vraiment capable de la traire? Allez, je ne te crois pas. Ava, je parie que tu reconnais pas la tête du cul. » Je crois que certains des gars qui travaillaient pour Clarence Bull pensaient que le lait jaillissait d'une source souterraine et était mis en boîte sur place. Ils ont amené une vache. Par chance, quelqu'un savait faire la différence entre une vache et un taureau. C'était une vache laitière, et je les traite. La MGM a exulté.
Ils avaient mis la main sur une starlette capable de traire une vache. Même Louis B. Mayer n'en faisait pas autant. Je garde un souvenir précis d'un jour de canicule à Los Angeles où quelqu'un a dit « Tiens, si on trouvait une fille avec une belle paire de jambes et des bonichons et qu'on la mettait en maillot de bain sur ce gigantesque bloc de glace. » Le bloc de glace qu'ils avaient était effectivement énorme. Il devait faire au moins 1 tonne. Il a fallu une grue pour l'installer à l'extérieur du studio. Et à qui est revenu l'honneur de poser là-haut? À Ava Gardner. Je portais un maillot de bain à rayures multicolores et ils m'ont hissé au sommet. Je tenais un cornet de glace et arborais un sourire ravi, pendant qu'un ventilateur faisait voler mes cheveux et que j'avais le derrière au frais. Le cliché est passé dans tous les journaux. Qui a jamais prétendu qu'il s'agissait d'une profession intellectuelle? Je prenais également des cours pour placer ma voix, des cours de diction et des cours d'art dramatique. Une chose au moins était claire dans ma tête. Il fallait à tout prix que je me débarrasse de cet accent de Caroline du Nord. Pas seulement parce qu'il m'attirait les moqueries, j'en avais par-dessus la tête qu'on me plaisante sur ce sujet, ce qui ne faisait qu'accentuer ma timidité. Mais si je devais jamais articuler une réplique dans un film, ce dont je doutais fort, un accent tout droit venu du Sud profond risquait de ne pas être un atout. Aujourd'hui, dans les films, on peut parler avec n'importe quel accent, mais à l'époque, il était très important de parler comme les gens du studio le voulaient. La grande Lillian Burns était alors le professeur d'art dramatique de la MGM. En principe, elle était responsable de tout et de tout le monde, depuis les starlets jusqu'à Lana Turner, mais en pratique, elle ne faisait travailler que celles qui avaient un rôle précis à préparer. Comme tel n'était pas encore mon cas, j'ai été confiée à Gertrude Vögler, pour laquelle je me suis prise d'une grande affection. C'était une merveilleuse vieille dame, très âgée, les cheveux très gris et l'embonpoint important, qui avait 1 million de chats. Enfin, on avait l'impression qu'ils étaient 1 million. Et un antique cuisinier chinois plus drôle que tout ce qu'on pouvait voir dans les films comiques. Lillian Burns disposait de son célèbre et fabuleux bureau, mais la pauvre Gertrude se contentait d'un modeste local perdu Dieu sait où. Elle travaillait aussi à son domicile, une espèce de maisonnette dans Whiter Drive, où elle adoptait tout ce qui bouge. La confrérie des chats avait été la première à s'en aviser et s'installer carrément chez elle, mais nous, les jeunes starlets, étions aussi volontiers adoptés. Beaucoup avaient encore moins d'argent que moi, et certaines envoyaient le peu qu'elles avaient à leur famille, dans les petites villes de l'Idaho, du Nebraska et de Louisiane. Gertrude en hébergeait quelques-unes et laissait aussi venir d'autres gamines qui essayaient de devenir actrices. Elles couchaient sur place, le cuisinier les nourrissait, les chats s'installaient sur leurs genoux et Gertrude leur apprenait le métier. Gertrude n'a pas eu la tâche aisée avec moi, mais elle était compétente et pleine d'affection. Je la revois assise en face de moi, son giron maternel enflant et se rétractant, tandis qu'elle essayait de faire descendre ma voix d'1 ou 2 octaves. « Plus bas, Ava, descends jusqu'au nombril, ma belle, » disait-elle. « Il faut que ta voix sorte des profondeurs, là, près du nombril. Oui, c'est bien, c'est bien. » Gertrude possédait elle-même une voix splendide. Et puis ce n'était pas seulement un professeur, c'était une institution. Elle vous donnait 1 page de dialogue à travailler, et si elle n'avait pas assez de temps, hop, elle vous ramenait chez elle, et vous vous retrouviez en train de faire du yoga, des exercices de respiration et tout ce genre de trucs. Le souffle ne devait pas monter de la gorge, mais de dedans, plus bas. Pendant des années, chaque fois que j'étais de passage à Los Angeles, et je suis certaine qu'il en allait de même pour beaucoup de ses élèves, j'allais l'embrasser et lui dire merci. Une chose dont je n'ai pas eu à me féliciter, ni à l'époque ni après, c'est le maudit contrat que j'avais été obligé de signer avec la MGM. J'étais tenue d'accepter tous les rôles que l'on me confiait, quels qu'ils soient. Je devais assurer une présence personnelle, pour raisons publicitaires ou tout autre motif qu'ils étaient susceptibles d'imaginer, partout où ils décidaient de m'envoyer. Faire tous les voyages que la MGM jugeait opportuns. En revanche, il m'était interdit de quitter Los Angeles, même lorsque j'étais en vacances, sans leur permission. Il y avait aussi une clause de moralité, une vraie rigolade. Je m'étais engagé solennellement à avoir une conduite conforme aux conventions sociales et aux exigences de la moralité, et à ne commettre aucun acte d'aucune sorte qui puisse dégrader l'image sociale du studio ou lui attirer l'opprobre, le mépris, le tourner en ridicule, en dérision, qui soit susceptible de choquer, insulter ou offenser la communauté, porter atteinte à la moralité ou la décence publique, ou créer un préjudice aux producteurs ou à l'industrie cinématographique en général. Grand Dieu! Il suffisait d'être prise en photo dans une boîte de nuit la cigarette à la bouche pour que le studio exige le retrait de l'objet du délit. J'ai décidé d'entrée de jeu que ce contrat portait atteinte à ma conception des droits de la personne humaine. On nous dictait ce que nous devions faire, où, quand, comment, et on nous payait très peu. J'avais l'habitude de dire, en matière de plaisanterie, que nous étions la seule marchandise autorisée à quitter les rayons le soir venu. Mais la situation n'avait rien de drôle. En l'occurrence, la marchandise était de sexe féminin et venait du Sud.
J'ai donc résolu depuis le début que j'avais le droit d'agir en fonction de mes propres principes. Et si ces derniers ne correspondaient pas aux leurs, et que cela leur déplaisait, eh bien, ce n'était pas mon problème.